Alors, pour nous parler de toute la partie enquête, c'est André qui est là. Je m'appelle André Vianney-Espinasse, Ouais. Je travaille au peloton de gendarmerie de Haute-Montagne de Chamonix-Mont-Blanc. Je suis le numéro 2. Numéro 2, donc ting. Tu vas nous parler de tout ce qui est OPJ, APJ. Alors voilà, c'est tous des milieux où il y a plein de mots comme ça. Là, il a dit PGHM en entier, c'était beau. Mais qu'est-ce que c'est un OPJ? Qu'est-ce que c'est un APJ? Alors souvent au PG, on dit qu'on a un petit peu la triple casquette, Ouais, celle de secouriste en montagne, ouais, celle évidemment d'alpiniste, et puis en dernier lieu, celle d'enquêteur. Alors derrière ce terme d'enquêteur se déclinent deux autres mots. OPJ qui signifie officier de police judiciaire ouais. et APJ, agent de police judiciaire. L'officier de police judiciaire, c'est celui qui, on dit, qui diligence une enquête, qui mène une enquête de A à Z. Ok. Autant l'APJ, c'est celui qui va l'aider, par exemple, qui va prendre une audition, mais sous la responsabilité de l'OPJ qui Ok. diligente l'enquête. Ok, alors merci pour cette différence donc entre OPJ et APJ. En fait, l'APJ aide l'OPJ. Exactement, ouais. Du coup, comment ça se déroule une enquête? Comment vous mettez en place toute la procédure? Au départ de l'enquête, en général, dans le secours en montagne, il y a un secours, Oui. il y a un accident. Ok. C'est-à-dire que les premières heures, il y a le secours, et ensuite, on va chercher les raisons. Alors, sur les secours qui ne sont pas graves, cette explication, elle va prendre la forme peut-être d'une discussion Oui. avec les gens qu'on secourt, ou peut-être l'accorder entre elles, elle va discuter pour analyser ce qu'elle a fait de mieux, pas bien, Ouais. Et trouver les raisons qui ont conduit à l'accident. Mais quand c'est très grave, Donc, très grave, ça veut dire qu'il y a des conséquences. personnes blessées, grièvement blessées, voire parfois décédées. Ok. À ce moment-là, nous, secouristes en montagne, gendarmes, on va mener une enquête judiciaire, déterminer les circonstances de l'accident d'une part, Ouais. et d'autre part, évaluer d'éventuelles responsabilités de la part des protagonistes. D'accord. Donc responsabilité, vous, c'est plutôt toutes les responsabilités qui vont amener au pénal. C'est ça, c'est ça. Alors, nous sommes gendarmes, c'est pareil pour nos camarades policiers de la CRS Montagne. Ok. On s'occupe de la procédure pénale, et exclusivement. On ne traite pas des dossiers au civil. D'accord. Et donc cette procédure, qu'est-ce que vous remplissez de camp à camp? C'est-à-dire comment ça fonctionne? Vous arrivez sur l'accident. Ce qui passe toujours en premier, c'est de secourir correctement. Oui, tout à fait. C'est l'humain. Ouais, alors ça c'est c'est une obligation à la fois réglementaire, parce que c'est prévu Oui. par la loi, Oui. et on peut dire entre guillemets morale. C'est-à-dire qu'on s'occupe d'abord du secours. Ça c'est l'évidence. On secourt la personne et après on voit. Alors quand je dis on voit, c'est-à-dire que quand il y a un petit temps calme, par exemple, on va se mettre à réfléchir à qui est qui. On parlera peut-être tout à l'heure du leader, quel matériel ils utilisaient. On va faire des photos des lieux. On va prendre les identités. Ouais. Souvent, ça se limite un petit peu à ça, parce Ouais. qu'il y a tout qui va très vite. Surtout s'il y a un blessé, il faut partir à Oui, il l'hôpital. faut gérer le blessé. Et ensuite, après coup, on va revenir dessus. Et on va mener les premiers actes d'enquête. Donc, et les premiers actes d'enquête, vous allez reprendre depuis l'alerte en fait. Oui. Comment a été passée l'alerte? Oui, alors l'alerte, en fait, c'est un petit peu, on appelle ça dans notre jargon, c'est la saisine de notre enquête judiciaire. Ok. C'est à partir de l'alerte qu'on va ouvrir une enquête judiciaire. Ok. On se rend sur place, on mène l'action de secours, et ensuite, on réfléchit qu'est-ce qui s'est passé et qui sont les protagonistes, est-ce qu'il y a d'éventuels responsables identifiables. D'accord. Et déjà dans l'alerte, en fait, on peut voir le professionnalisme ou l'implication des personnes. Dès l'alerte, effectivement, on va plus ou moins savoir si c'est un pro, souvent il s'annonce, Oui. ou si c'est un amateur, souvent il en découle la qualité de l'alerte. Ouais. Mais on est vraiment d'abord dans une optique de secours. Les vérifs, pro, pas pro, on va Ouais. les faire après. On va les Ok. faire dans un second temps. Alerte, après sur le terrain, Sur le terrain, il ne l'action faut de pas secours. s'offusquer quand on on fait voit un des officier photos, ouais. faire des photos. Voilà, non seulement il ne faut pas s'en offusquer, mais il faut s'y soumettre, parce que là, c'est la casquette de gendarme qui parle. Et ça va nous permettre, dans un second temps, commencer à mener notre enquête, notamment au travers des auditions. Donc, ça, les auditions, elles arrivent à quel moment du coup? En général, en montagne, on est quand même dans des choses involontaires. C'est hyper rare d'être soumis à une garde à vue, par exemple. On évalue si les gens ou pas sont traumatisés. Ouais. Parfois, on a vraiment des gens en face de nous qui sont pas capables du tout de répondre, même à des questions toutes simples. Oui. Donc voilà, on va temporiser un peu. Bien souvent, on va leur proposer de venir boire un thé ou un café pour se détendre un peu. Temporiser, ouais. Mais quand même, il faut insister sur le fait que les auditions, on laisse pas traîner. C'est-à-dire qu'on va pas le faire une semaine après ou deux Oui. semaines après. Tu m'as parlé de la garde à vue. La garde à vue, c'est un cas qu'on utilise
s'il y a une possibilité, il y a une disparition de la preuve. Ça veut dire que des éléments matériels comme le matériel utilisé disparaissent. Ou par exemple, typiquement, quand on a des cas très graves ou ce qui concerne des étrangers, on a peur qu'ils retournent dans leur pays avant d'être passés par la case gendarmerie. À ce moment-là, on va dire, tiens, on va peut-être faire une garde à vue. Un autre élément qui motive la garde à vue, plutôt que l'audition de mise en cause, c'est qu'on a moins de limite de temps. L'audition de mise en cause, c'est 4 heures. Alors déjà 4 heures d'audition, c'est quand même assez dense. Mais cela dit, pour reprendre mon exemple, imaginons d'un professionnel de la montagne étranger, 4 heures avec la traduction, ça passe extrêmement vite. En fait, on n'a pas le temps de faire une audition de qualité. Donc là, on va choisir le régime de la garde à vue, parce qu'il nous laisse au moins 24 heures pour faire une audition de qualité. Correct. Pas non plus s'offusquer s'il y a une garde à vue. Non, ça c'est un choix de l'enquêteur. Et il faut d'autant pas s'offusquer que selon le régime de l'audition de mise en cause ou du gardé à vue, la personne entendue a des droits. En fait, c'est un régime qui protège la personne entendue. Elle le donne le droit de prévenir quelqu'un, de voir un médecin, le droit à un avocat, etc. etc. Et c'est des choses qu'on ne peut pas lui autoriser si elle n'est pas entendue comme gardé à vue ou comme mise en cause. Vous, vraiment, l'idée, c'est de monter un dossier à charge et à décharge le plus basé sur les faits possibles, pour que, une fois que vous le déposez au procureur, parce que vous êtes vraiment du monde de la montagne, et peut-être que le procureur, le juge qui va arriver après, n'est pas du monde de la montagne, donc c'est vraiment pour bien expliquer ce qui se passe dans la montagne et ce qui se passe dans la justice, vous êtes vraiment le lien entre les deux, quoi. Vous faites un peu une traduction, quoi. C'est ça. Dans toutes nos enquêtes, le premier procès verbal, l'enquête c'est composé de plusieurs procès verbaux, mais le tout premier, ça s'appelle le PV TCMP, procès verbal, transport, constatation, mesure prise, et on va le résumer en disant que c'est la photo à l'instant T de l'accident. On gèle les lieux, on fait une photo. À notre arrivée, on a trouvé ces personnes-là qui avaient ça et tel matériel, telle chose, etc. Donc on fait ce procès verbal TCMP, c'est la photo de l'accident. Et après, on va en déduire un petit peu le fil qui a conduit à l'accident. Tu me posais la question quant à notre rôle de vulgariser pour le magistrat ce qui s'est passé en montagne. Alors c'est vrai, il faut le dire, on est dans un monde qui est très technique, très spécialisé, et donc il va falloir effectivement jouer le rôle de vulgarisateur auprès du magistrat. Bien, nous, gendarmes DPG, on va vraiment jouer ce rôle un petit peu d'expliquer notre monde, dont on fait tous partie, à quelqu'un qui n'en est pas, mais qui doit comprendre, parce qu'il va devoir décider ou pas s'il engage la responsabilité pénale de quelqu'un. Ou pas. Donc on va énormément vulgariser. Et du coup, est-ce que tu peux nous donner un ordre d'idée? C'est quand même... La plupart du temps, le pénal n'est pas mis en place à la fin d'une... En montagne, j'aime bien dire que la montagne, c'est pas vraiment un monde de délinquants. Il n'y a pas de crime. Et il y a souvent du contraventionnel, parfois du délictuel. Donc c'est des infractions, on classifie contravention, délit, crime. En montagne, on rencontre que de la contravention, voire du, entre guillemets, petit délit. Pourquoi est-ce que je dis petit délit? C'est parce qu'on est dans le champ de ce qu'on appelle les atteintes involontaires à l'intégrité physique. En gros, c'est toutes les blessures involontaires. J'emmenais quelqu'un en montagne, par ma faute, il y a eu cet accident, et évidemment, c'était involontaire. Qu'est-ce qui est classé délit? C'est l'homicide involontaire. C'est pour dire que le caractère involontaire de l'événement est vraiment pris en compte, au point qu'un homicide, conséquence extrêmement grave, sera malgré tout pas classé comme un crime. Tu as dit un truc important, c'est que tu as dit par ma faute. Ça veut dire que dans une cordée, par exemple en montagne, vous allez définir un leader, pour tout ce que, et c'est le leader qui sera souvent pris comme responsable. Alors, entre un guide et un client, c'est facile parce que c'est contractuel et le guide, il a le diplôme, mais entre deux personnes amateurs passionnés, on va dire, et ben du coup, vous allez quand même regarder, peser la balance de qui menait la danse. On n'a pas de parti pris. On part pas en se disant c'est le leader qui est responsable. Voilà. Par contre, on va dire, a priori dans cette cordée, le leader, celui que ce soit un pro ou un amateur, le leader, celui qui a le plus d'expérience en montagne, qui a fourni le matériel par exemple, a priori dans les faits c'est lui le leader. Peut-être d'ailleurs qu'ils en ont parlé ensemble. C'était lui qui gravissait tout en tête, qui a mené qui gérait la course de A à Z, soit naturellement, soit de façon entendue entre eux. Donc ça on va les notifier. Et par contre, c'est de séparer cette question-là de la faute éventuelle. On va dire par contre ce qui s'est passé, c'est que, je donne un petit exemple, malgré les préconisations du leader, malgré les consignes qu'il a données à ce moment-là à tel relais,
la personne qui a eu l'accident a fait ça de façon complètement imprévisible. Oui. Et d'ailleurs, en fait, elle est tombée parce qu'elle a fait une erreur technique. Et ça, c'est pas de la faute du leader. Il peut avoir fait une initiation au cramponnage à son seconde cordée, mais par contre, il ne peut pas gérer à l'instant T chaque fois où est-ce qu'il pose ses 10 pointes. Quoi. Voilà. Exactement. Donc ça, c'est important de différencier les deux. Je disais, on regarde le déroulé des faits, après on regarde qui a fait quoi, qui est qui. Donc on regarde qui est le leader, mais après, par contre, après, on n'associe pas la responsabilité de la cordée et donc du dégât ou de ce qui est arrivé forcément au leader. Du panel des enquêtes que j'ai pu voir, la plupart des cas, c'est la victime a causé elle-même son propre dégât et on est la responsable indépendamment du fait d'être leader ou pas. Ok. Sur la question du leader, Ouais. il y a quand même des cas où tous les usagers de la montagne ont le même niveau et co-gèrent la sortie ensemble. Ouais. Ça arrive aussi. Ok. C'est vrai, on pourrait imaginer deux grimpeurs exactement du même niveau, la même expérience en montagne, ils font du réversible, ils prennent les décisions de façon collégiale. Ouais. Enfin, et c'est aussi quelque chose qu'on va Que éclaircir vous trouvez, pendant l'enquête. Voilà. Ils auront tous les deux leur responsabilité. Encore une fois ou pas, peut-être que ça sera Plus seule la responsabilité de celui qui a commis fait une faute une erreur. technique qui sera engagé. Ok. Ça, on le saura vraiment qu'à la fin de l'enquête. Voilà. Ok. Vous menez votre enquête et vous la posez à qui? Elle amène à quoi? On mène notre enquête. Ouais. J'ai parlé du procès verbal transport, constatation, mesure prise. Ouais. On a un petit peu parlé des procès-verbaux d'audition, Ouais. victime, mise en cause, éventuellement gardée à vue. Ouais. Et procès-verbal de témoins, est-ce qu'il y a des témoins de l'accident? Ouais. Procès-verbal également d'investigation. Par exemple, sur un accident de ski, on va regarder si le ski, les fixes étaient réglés par rapport au poids du skieur et au niveau du skieur, chose que nous, on saura identifier assez facilement. Ouais. On va regarder si la personne, on va faire des procès-verbaux d'investigation, par exemple, pour voir si la personne avait préparé sa course ou pas, par des recherches internet, etc., etc. Donc vraiment, on va être très curieux pour essayer de bien mesurer tous les tenants et les aboutissants. Notre enquête, une fois ficelée, on va l'adresser au magistrat. Et lui, en fonction de nos conclusions, il va décider ou pas s'il engage ou pas la responsabilité pénale de la personne. Donc, soit il va classer sans suite, au terme de l'enquête, j'identifie pas de responsabilité, soit il va dire bah oui j'ai identifié une responsabilité et l'enquête est assez finement menée pour qu'on n'ait plus besoin de faire d'autres investigations, d'autres procès-verbaux, soit il va dire j'aimerais qu'on creuse un petit peu plus, donc je renvoie l'enquête au PG en leur donnant ce qu'on appelle un soit transmis, on va dire que c'est une lettre du magistrat qui nous recommande de mener en plus telle et telle investigation. Par exemple il va nous dire bah tiens j'aimerais que vous entendiez, oui vous avez entendu tel moniteur ou tel pisteur, mais j'aimerais que vous entendiez aussi un tel ou un tel. D'accord. Je vais te donner un petit exemple. En Haute-Savoie, le PG de l'Haute-Savoie réalise 1650 secours par an, que ce soit sur le massif du Mont-Blanc ou sur le reste de l'Haute-Savoie, donc c'est important. Et on diligente plus ou moins 150 à 200 enquêtes judiciaires par an. Donc c'est-à-dire qu'il y a 1400 à 1450 secours qui n'appellent aucune enquête. Et sur les 150 à 200, il faut retirer aussi les enquêtes judiciaires que l'on mène qui ne concernent dont la saisine n'est pas un accident de secours en montagne. Donc, par exemple, ça va être, je ne sais pas moi, sur la voie normale du Mont Blanc, on va rechercher des guides marrons. Guide marron, c'est un guide qui n'a pas de diplôme. C'est un faux guide. Voilà. Un faux guide qui vend le Mont Blanc ou une autre course sans en avoir les qualifications. D'accord, donc là, c'est pas au travers d'un secours. Donc ça, c'est pas, la saisine n'est pas un secours. Une fois que tu as retiré ça, voilà, il reste une très grosse centaine, je vais dire, je n'ai pas des chiffres exacts en tête, peut-être 150, où c'est des enquêtes judiciaires issues des secours. D'accord. Qui sont pour la plupart, du coup, classées sans suite par... Tout à fait, qui sont pour la plupart classées sans suite. Un des messages que j'ai envie de faire passer, c'est que les enquêtes que l'on mène, je conçois le volet un petit peu traumatisant, quand on se soit en face de la chaise, qu'on donne son identité dans une enceinte de gendarmerie, mais il faut vraiment le voir comme la possibilité de donner ses explications sur tout ce qui s'est passé. Ça, c'est pendant l'audition. C'est ça. Ça, c'est vraiment important. que l'audition, c'est ce qu'ils nous ont dit les guides aussi. C'est vraiment le moment qui a eux pour s'expliquer sur qu'est-ce qu'ils ont mis en place. Et sachant que, comme de l'autre côté de la table, ils ont un gendarme qui, pour la plupart du temps, est guide, qui est un montagnard très pratiquant, qui comprend leur milieu, qui comprend leurs problématiques d'encadrement, qui va leur poser les bonnes questions. Dans la plupart des cas, qui met en valeur, mais parce que c'est la vérité, le travail qualitatif qu'a fait ce guide dans l'encadrement de sa cordée. Ou qu'a fait cet amateur dans sa sortie. Ou qu'a fait cet amateur, voilà, tout à fait. Il a fait les bons choix,
Voilà, il a fait le bon choix et ce qui arrivait était imprévisible. Il n'a pas à en assumer les conséquences. Voilà. Donc vraiment l'audition, on en revient, c'est vraiment important. C'est pas parce qu'on est entendu en tant que mise en cause que ben oui, c'est un peu stressant. Oui, on vient de vivre un événement stressant, mais c'est vraiment le moment où il faut être entre guillemets bon. Bon, mais pas tout seul. Voilà, C'est-à-dire que, je l'ai rappelé, si on est auditionné comme mise en cause ou garde à la vue, on peut avoir la présence d'un avocat ou d'un conseil. Très très bien. J'ai une petite question par rapport justement aux professionnels et au travail. Oui. Donc vous allez regarder tout ce qui est administratif par rapport aux professionnels, puis aussi peut-être vous allez regarder tout ce qui est alcoolémie, utilisation de drogue, parce que ça c'est quelque chose qui peut être regardé au niveau pénal. Si on sort un peu du champ de la montagne, quand il y a un accident avec un encadrant, je ne sais pas, ça arrive à notre gamin, en tant que parent, on ne comprendra pas du tout si on nous dit que l'encadrant il était ivre ou si il était sous l'emprise de stupéfiants. Bon, voilà, c'est un peu pareil. En montagne, quand il y a un accident, on va regarder, en plus des faits, du déroulé, qui fait quoi, on va regarder ce qu'on appelle l'environnement. Là, tu m'as parlé des professionnels, on va regarder si ce professionnel a bien le bon diplôme, s'il est à jour de ce qu'on appelle ses obligations administratives. Et on va également regarder s'il était sous l'emprise de l'alcool ou de produits stupéfiants. Quand on fait le secours, effectivement, si on a un petit moment, on va également, là on parle des cas les plus graves, on va faire un dépistage alcoolémique et stupéfiant de la personne sur place. Et si on ne peut pas le faire sur place parce que la personne est blessée par exemple, on demandera à l'hôpital de faire un prélèvement sanguin pour identifier cet aspect-là. Et encore une fois, je reviens un peu à mon fil conducteur. Comme j'ai presque envie de dire 100% des cas, les gens sont clean. Enfin, ça sert leur cause, ça dit bah oui, sur cet aspect-là, ils étaient propres. Oui, ils sont professionnels. Exactement. Donc oui, c'est plutôt un peu à décharge. Ça peut être vécu comme quelque chose de gênant, mais déjà, c'est une obligation dans notre enquête de le faire, d'une part, et d'autre part, quand on est clean, ça ne fait que. Ça montre, voilà. Ça étaye un sens du sérieux d'une personne. Donc là, on a fait un peu le tour là-dessus. Il y a une autre question qu'on pose souvent, c'est qui paye les secours? Qui c'est qui paye les secours? En France. En France, il faut séparer deux endroits en montagne. La zone qu'on appelle domaine skiable, qui dépend d'une commune, qui met en place en général un service des pistes pour assurer le secours. Ça, c'est payant. Ça, le volume par an, c'est plus ou moins 50 à 60 000 secours par an. Donc ça, c'est des secours qui sont payants. Qui sont payants par l'utilisateur, donc par l'usager, c'est ça. Au travers d'une assurance, la plupart en général. Voilà. Et l'autre zone, c'est la zone montagne, hors domaine skiable, où là, c'est l'État qui prend à sa charge le secours en montagne. Donc c'est gratuit. C'est gratuit, c'est par le jeu des impôts que c'est payé. Ça paye. Donc c'est une fausse gratuité. C'est une fausse gratuité. Et le volume, pour qu'on se rende bien compte des chiffres, on est à plus ou moins à 9500 opérations de secours en montagne par an. Un rapport de la Cour des comptes, je crois de l'année 2012 ou 2013, avait évalué le coût d'un secours en montagne, tout compris, formation des secouristes, des pilotes d'hélicoptères, achat de matériel, des docteurs et tout, à 8 000 € par secours. Donc c'est une question à 75 millions d'euros par an. Voilà. Et là-dessus, c'est aussi l'occasion pour moi de dire, sur chaque secours, on essaye de viser ce qu'on appelle l'efficience. C'est-à-dire que c'est non seulement l'efficacité, il faut qu'on sauve les personnes, mais également l'adéquation des moyens les plus adéquats et les plus mesurés à cette opération de secours. Et ça me fait rebondir juste une petite question là-dessus. J'ai des fois entendu parler de secours c'est-à-dire une personne qui est montée en haut d'une montagne et puis qui est un petit peu fatiguée puis qui se dit je vais redescendre plutôt. Je ne vais pas reprendre ton exemple exact, je vais parler de façon plus générale des bloqués techniques. Bloqués techniques. Des gens qui sont bloqués techniques, c'est-à-dire des gens qui ne sont pas blessés, médicalement tout va bien, mais qui se sont mis dans une situation telle qu'ils n'arrivent plus ni à monter ni à descendre. Alors parfois la cause est variable, parfois ça peut être une fracture de morale, parfois la cause elle est réelle, c'est-à-dire qu'effectivement ils n'ont pas le niveau technique pour gérer cette montée ou cette redescente, et s'ils continuaient, ce serait le carton. Ou les conditions de la neige trop molle. Donc typiquement on arrive à la saison des névés, lors de ce tournage, on sait qu'on va en avoir. Des gens qui n'ont pas pris la paire de crampons dans le sac, ils nous appellent. Alors au moment où ils nous appellent, est-ce qu'ils ont raison? Je pense que oui. Ça pourrait être la glissade sans retour. Fatale. Mais au moment où ils préparaient leur sac, ils ont eu tort. Donc là, on se dit, il y a un petit débat de société de la montagne à voir. Est-ce que c'est secours bloqué technique? Est-ce qu'il faut qu'il soit payant? Je trouve que la question, elle se pose, c'est de l'ordre du débat. Aujourd'hui, le législateur dit que non. Mais je veux aussi mettre dans la balance, dans des pays voisins très proches de Chamonix, j'ai été frappé
sur certaines recherches de personnes, par exemple, de voir que pour engager des moyens humains et matériels pour rechercher une personne qui était vraiment perdue, une question qui se posait et de laquelle dépendait le nombre d'heures engagées, le nombre de personnes engagées, c'était qui payait. Et ça, moi, c'est quelque chose. Oui, alors là, je parle, on va dire, tu parles de ta casquette du boulot, mais personnelle. aussi à titre personnel. Voilà, c'est aussi quelque chose qui me choque. Donc aujourd'hui, la France, elle dit on fait gratuit quelle que soit l'opération, que ce soit la recherche de personnes, que ce soit du secours en montagne pour quelqu'un qui est vraiment blessé, que ce soit du bloqué technique en montagne. Voilà, faut tout mettre dans la balance, c'est pas un débat qui est simple. Non. Mais en tout cas, nous, lorsque l'on reçoit l'alerte, voilà, on a une personne qui a une détresse, même si elle s'est mise toute seule dans une situation qui est bête. Mais qui fait partie de la montagne, c'est-à-dire qu'on joue avec une limite fine et que des fois on prend la décision, par exemple, de ne pas prendre les crampons parce que c'est 1 kilo de plus, c'est peut-être 2 heures de plus. On prend une 50 mètres et pas une et pas une 60 et on pas un voilà, rappel donc, c'est et on se toujours retrouve bloqué en bout de rappel. C'est sûr que c'est vraiment dommage parce que c'est des mauvais choix. Ouais. Alors après, est-ce qu'il faut laisser la personne pendue au bout de son rappel? Je ne suis pas sûr. Ouais, moi je suis sûr que non. En l'occurrence, souvent on va la chercher. Après, l'autre question pour rebondir sur la tienne, qui fait un peu débat. Parfois, on a des secours en début de soirée. On se dit, la question qu'on se pose nous quand on reçoit l'alerte, c'est est-ce qu'on pourrait attendre le lendemain matin? Il va faire que la nuit, il va faire que -5 en ce moment, par exemple. Et ça, c'est vrai que je constate derrière le téléphone que les gens qui sollicitent le secours supportent de moins en moins l'idée d'assumer une nuit en montagne. Chose que toi comme moi on a tous fait au moins une fois. On a connu. Voilà. Là aussi, c'est plus une interrogation. J'ai pas la réponse. On constate ça au bout du fil, au travers des milliers de secours en montagne qu'on gère depuis chez vous. Très bien, merci. Donc cette procédure, vous la posez sans suite ou suite? Alors la suite, éventuellement, le magistrat nous demande d'effectuer un rappel à la loi à la personne. C'est-à-dire qu'on la reconnaît comme responsable et plutôt que de la sanctionner par la sanction pénale qui est prévue, je ne sais pas moi, X milliers d'euros d'amende, voire peut-être du sursis, j'en sais rien. Bon, le magistrat dit ok, c'est la première fois que ça arrive, on met ça sur le compte de la bonne foi, il y a peut-être une erreur, on va faire un rappel à la loi à la personne pour qu'elle prenne conscience que ces actes ou ces décisions, ça peut déboucher sur quelque chose de grave et qu'il serait de bon ton de ne pas recommencer. Donc c'est le rappel à la loi. On convoque la personne et on lui lit l'article du code pénal qui prévoit l'infraction qu'elle a commise et qui prévoit de la réprimer par telle sanction. Et cette fois-ci, elle y échappe, qu'on ne les reprenne pas. Ensuite, le magistrat peut décider de ce qu'on appelle une COPJ, une convocation par officier judiciaire. On va dire à la personne dont la responsabilité pénale est mise en cause, mais vous venez au tribunal de justice tel jour, à telle heure, et vous allez passer devant le magistrat. C'est une audience, c'est un procès. Le magistrat qui est garant de l'action publique présente l'État, va dire cette personne, elle a fait ci, elle a fait ça, elle a pris les mauvaises décisions, elle est responsable pénalement de ce qui est arrivé. Ensuite, la personne va pouvoir se défendre, souvent par le biais de son avocat. Et le jury délibère pendant quelques instants et rend son jugement. Donc là, il y a une condamnation pénale. En montagne, encore une fois, les COPJ sont assez rares. Ça fait 4 ans que je suis à Chamonix, j'ai dû en connaître 4. On a parlé de notre système de secours en montagne en France, vu de la question des coûts. Je crois qu'il faut également souligner le fait qu'on a la chance en France d'avoir un système de secours en montagne qui prend tout en compte. Non seulement, on peut le dire, le job est fait au niveau de l'action de secours, mais aussi de façon quasi concomitante, parce que ça commence en même temps ou dans les minutes qui suivent. On a des professionnels de la montagne, officiers de police judiciaire, qui vont prendre en compte ce que j'ai appelé tout à l'heure le temps de l'explication, et qui sera en mesure de fournir une explication claire et nette, parfois au travers de l'enquête judiciaire, à des usagers de la montagne. Et ça, c'est pas négligeable, et surtout sur le temps long. Autant au début, on considère que l'accident lui-même et le dégât physique, par exemple, qui a été occasionné, ou la peur qu'on a eue, autant dans le temps long, mais ce qui prend le pas, si on devait pondérer, c'est le temps de l'explication. Parce que pour franchir cette étape-là, les gens, ils ont vraiment besoin, c'est normal, c'est humain, d'une explication pour comprendre ce qui s'est passé. Et ça, c'est vraiment un des rôles sur les cas les plus graves de l'enquête judiciaire. Très, très, très importante en France, parce que je vois, il y a des pays où le secours n'est pas géré aussi par des officiers de police judiciaire. Du coup, une fois que le secours est passé, après, c'est à nous expliquer en bas, souvent dans des langues qu'on ne connaît pas. Et donc, il n'y aura pas cette concomitance qui, à mon sens, est extrêmement efficace. Pour bien se replacer, le pénal, entre guillemets, c'est punir l'auteur. Le civil, c'est plutôt réparer. Et vous, ce que vous avez monté,
Si au pénal, il n'y a pas de punition entre guillemets donnée, ces cas de montée, ça peut servir au civil pour expliquer qu'est-ce qui s'est passé et que les assurances et surtout pour réparer le préjudice subi par la victime. Voilà. Je crois que l'exemple le plus parfait, c'est le cas des homicides involontaires par exemple. Ouais. Peut-être parfois la conclusion, ça va être qu'il n'y a pas de responsable au pénal. Il n'y a pas eu de faute, pas de responsable. Mais malgré tout, la victime ou la famille de la victime, elle reste avec son préjudice qui est énorme et impossible à mesurer. Et là, c'est la justice civile qui va faire le travail et qui va réparer son préjudice. Alors, de façon qui sera toujours incomplète, c'est par de l'argent, mais les deux justices se répondent. L'une s'occupe effectivement de l'auteur et la justice civile va s'occuper de la victime, du préjudice de la victime. Et en la réparant par de l'argent. C'est pour ça que l'audition est vraiment très importante. Exactement. Et les petites photos au moment du secours ou les minutes qui suivent l'action de secours. On se rend compte que sur des événements qui nécessitent une enquête judiciaire, les faits sont toujours les mêmes. On va dire, tu peux avoir les mêmes faits, mais pas les mêmes conclusions d'enquête, parce que dans le qualitatif, qui est les protagonistes, eh bien, on se rend compte que la responsabilité qui pèse sur les épaules d'un tel ou un tel ne sera pas les mêmes. Exactement. Tu peux avoir deux accidents d'escalade, il n'y a pas de règle générale. Si toi ou moi, on va faire une sortie en ski de rando, qu'on ne consulte pas le BRA, par exemple, on comprend aisément que ça nous sera plus reproché en cas d'accident que quelqu'un qui fait une initiation ski de rando, une paire de skis qu'il a reçue à Noël, il va la tester au-dessus de chez lui et qui sera tout à monophyte. Donc les faits seront peut-être les mêmes, l'avalanche, le dégât, mais peut-être que la faute ne sera pas la même parce que nous sommes tous des personnes différentes. C'est ça. Et l'enquête judiciaire, vraiment, elle va vraiment focaliser sur cette situation particulière pour dire, voilà, c'est du cas par cas. Peser au mieux les conclusions et les éventuelles responsabilités que peut engager le magistrat. J'espère aussi qu'au travers de mon propos, qui est destiné à tous les usagers de la montagne, peut-être parfois plus aux pros parce que c'est une question qui est fréquemment soulevée. Ça doit faire partie de notre analyse de la course. Je pense que ce serait inconscient de ne pas peser la responsabilité de nos actes. Il faut qu'on réfléchisse à ce qu'on fait engage potentiellement notre responsabilité. Cela dit, il faut le mettre à sa juste place. Toutes les décisions ne doivent pas être prises parce que je risque gros à chaque fois. Si je prends le volant pour rentrer chez moi, je ne vais pas renoncer à prendre le volant parce que potentiellement je vais écraser quelqu'un. Non. Bon, ça fait partie de mon analyse, il faut que je conduise bien parce que je pourrais écraser quelqu'un, c'est terrible, en plus il y aura ma responsabilité qui sera peut-être engagée. Mais ça ne doit pas être un frein, voire un gel à la décision. Pas du tout. Bien au contraire. Mais sinon, c'est un peu la mort de la montagne. Oui, mais c'est la mort de tout en fait. Tout à fait. Mais c'est quelque chose à avoir toujours un petit peu. Souvent quand on part en montagne, moi je le vois, on part dans un espace de liberté. On est quand même dans un espace de droit commun. Il ne faut pas oublier ça. Voilà. C'est juste d'avoir cette vision dans la tête. Une vision un peu globale. Voilà, mes actes, qu'est-ce que vont engendrer mes actes s'il y a un accident? Et ça, il faut l'avoir dans la main, sans le dramatiser comme tu le dis, parce que chaque cas est vraiment bien étudié par des professionnels de la montagne. Que le contentieux en montagne reste assez limité. Et après, je crois que si la montagne devenait un milieu où on n'a pas assumé ses actes, ce serait triste. Ce serait la mort du premier de cordée. Je trouve ça rassurant qu'on soit dans un milieu, dans 99,9% des cas ça se passe bien, mais où on prend nos décisions et on les assume, y compris sur le volet procédural ou judiciaire, s'il y a le jour où malheureusement il y a un pépin. Merci pour cette conclusion, c'est vraiment ça que moi j'essaye de faire passer à travers le guide Michelin, c'est d'être responsable, de comprendre nos actes et de garder cet espace dit de liberté, de responsabilité, qu'on puisse continuer à aller longtemps dans la montagne de façon autonome, indépendante et volontaire, et pas de subir forcément un carcan. Même si on est dans un carcan, ce carcan on voit qu'il est raisonné, raisonnable. Merci André, à bientôt j'espère dans la montagne. Pourquoi pas. Allez, ciao. Le guide Michelin, c'est une réflexion collective sur la pratique de la montagne, du ski et de l'alpinisme sous tous les sens. Ouvrir le débat, échanger sur certaines idées préconçues et peut-être tordre le cou à certaines croyances. C'est ça les pages du guide Michelin.